bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Sommeil et allaitement, deux sujets qui font énormément parler, qui suscitent beaucoup de doutes, parfois de la culpabilité et surtout énormément de mythes. On va pas se mentir, le sommeil quand on est parent, c'est le nerf de la guerre et surtout, ça intéresse tout le monde. La première question que l'on me pose alors que je viens d'accoucher et que mon bébé a 3 semaines, c'est « Et alors, elle est sage? Elle fait ses nuits ?» Et à chaque fois, cette question me perturbe car c'est normal qu'un tout petit bébé ne fasse pas ses nuits. Dans cet épisode, on avait donc envie de répondre à toutes les questions que se posent les parents de bébés allaités. Est-ce que le sein empêche de bien dormir? Est-ce qu'un bébé allaité peut s'endormir tout seul? Est-ce que c'est normal de se réveiller encore la nuit à 1 an, 2 ans, 3 ans? Pour en parler, on accueille Alexia, accompagnante périnatale spécialisée dans le sommeil des bébés et des jeunes enfants, connue sur Instagram sous le nom de Petite Framboise Périnatalité. Son approche est vraiment respectueuse du développement de l'enfant, des besoins des parents et compatible avec l'allaitement, vous allez voir. Objectif de l'épisode, démêler le vrai du faux, rassurer et redonner confiance aux parents. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Peut-être pour endormir ton petit bébé. Un grand merci Alexia d'être à notre micro pour parler de ce sujet essentiel. C'est le sujet qui revient le plus dans notre boîte à questions hebdomadaire. Alors pour commencer, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de toi, de ton métier, de ton parcours avant que l'on rentre dans le vif du sujet. Donc je m'appelle Alexia Egloz, je suis accompagnante en parentalité depuis maintenant 6 ans et je suis spécialisée sur le sommeil des enfants, sur l'attachement, etc. Et je suis également donc formatrice sur le même sujet. J'ai aussi écrit donc 2 livres et je suis ravie aujourd'hui d'être avec vous pour ce podcast. Ok, donc pour le concret, les gens font appel à toi quand ils ont du mal avec le sommeil de leurs enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand ils se questionnent ou que ça fait déjà un moment qu'ils dorment plus très bien. Je vais avoir beaucoup d'appels. Alors, on voulait commencer par... on va évidemment parler de sommeil et d'allaitement puisque c'est le sujet qui nous tient aujourd'hui, même s'il y a des troubles du sommeil ou des non-troubles perçus comme troubles dans tous les cas possibles qu'on allaite ou pas. Mais nous, c'est l'allaitement qui nous intéresse. On voudrait d'abord comprendre le sommeil du bébé allaité. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le sommeil d'un bébé allaité peut être différent d'un bébé non allaité? Différent ou non? Ou pas. Ce que j'allais dire. Ou à la limite, c'est plutôt l'inverse. C'est l'enfant non allaité qui va avoir un sommeil différent plus que l'inverse. Donc, à vrai dire, il n'y a pas de différence majeure que l'enfant soit allaité ou pas sur son sommeil, malgré tout ce qu'on peut entendre autour de ça. Par exemple, le quota global de sommeil sur 24 heures, que l'enfant soit allaité ou pas, statistiquement, c'est le même. Il n'y a pas d'écart significatif, en tout cas. Sur le nombre de réveils nocturnes, non plus. Statistiquement, on ne voit pas de différence, même si d'une famille à une autre, évidemment, il va y avoir une perception différente. Et ce qu'on appelle la plage de sommeil la plus longue sans réveil d'un enfant allaité ou pas, c'est la même également. Donc, il n'y a pas de différence majeure. Par contre, effectivement, il va y avoir des différences structurelles, on va dire. Plutôt donc chez l'enfant qui est au lait artificiel, qui ne sera pas allaité, qui va avoir tendance à avoir un sommeil plus profond, avec des phases de sommeil donc plus profondes, tout simplement parce que le lait artificiel est moins digeste, donc demande plus d'énergie et plus de ressources à son petit corps pour le digérer. Donc les phases de sommeil lent profond vont être un petit peu plus grandes. Mais voilà, ça n'a pas de différence significative, encore une fois. Voilà, c'est la perception d'une famille à une autre. Par contre, il y a 2 petites choses quand même qui peuvent parfois jouer. Il faut savoir que l'enfant allaité, bien souvent, il va être allaité le soir et ou la nuit, en tout cas dans la majorité des cas. Et il faut savoir que du coup, cet apport de lait et tout ce qu'il y a dedans, en l'occurrence de la mélatonine, ça aide grandement à la consolidation globale du sommeil chez l'enfant allaité. Et d'ailleurs, on voit que les enfants allaités ont une distinction jour-nuit
et aussi la mise en place d'un rythme circadien sur 24 heures qui va être un petit peu plus rapide de quelques jours, quelques semaines, par rapport à un enfant qui ne serait pas allaité. Et ça, la mélatonine, ça arrive tout de suite dans le lait ou c'est Oui, dès le début? tout le temps dans le corps de la mère. D'accord. Alors que pour le coup, le corps du bébé va, dès la naissance, sécréter de la mélatonine, mais les premiers mois, c'est très anarchique et en quantité très faible, c'est quasiment constant sur toute la journée, donc ça l'aide pas trop. C'est Et plutôt du coup, c'est lait l'apport maternel. de la mélatonine dans le lait maternel qui va l'aider. Et donc la grosse question, c'est est-ce qu'un bébé qui se réveille la nuit a un problème de sommeil? Tu as 2 heures et la question de 100 000 $. La réponse va être très courte, non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse qui serait plutôt questionnant. En tout cas, moi, qui m'alerte un peu plus. Donc non, un enfant, allaité ou pas, qui se réveille régulièrement la nuit, n'a rien d'anormal aux dernières nouvelles. C'est juste un bébé sapiens qui est bien constitué. Faut bien garder aussi à l'esprit que les adultes, on se réveille aussi, hein. Et heureusement, sinon, encore une fois, c'est très dangereux parce qu'on a un gros problème de santé. Donc, c'est juste que nous, on ne le perçoit pas de la même manière, on n'en a pas le même souvenir parce que c'est induit par notre corps et pas par quelqu'un d'autre qui nous réveille et qui nous coupe potentiellement à un endroit où on ne se serait pas réveillé. Mais un enfant qui se réveille, évidemment, n'a pas spécialement de problème, à condition, bien sûr, à la fois de la fréquence des réveils, s'il se réveille toutes les 15 minutes, évidemment qu'on se questionne, et aussi de la manière dont on se réveille. Si votre bébé il se réveille en hurlant, en pleurant, en semblant inconfortable, que malgré le sein, malgré vos câlins, malgré tout ça, il a du mal à se rendormir, il gigote, il a des gaz, voire des reflux, des choses comme ça, évidemment que c'est pas normal. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a un âge où on considère que, enfin là, encore une fois, les micro-réveils, tout ça, mais qu'un bébé est censé ne plus se réveiller, enfin un bébé, un enfant? Ne plus nous rappeler plutôt, tu veux dire? Ouais. Ouais. Alors ça, c'est très culturel pour le coup. C'est-à-dire que ce qu'on constate en Occident, on va dire, c'est que la plupart des enfants vont rappeler, pas se réveiller, mais rappeler leurs parents 2, 4, 6 fois par nuit en moyenne. Donc ça reste des moyennes qui sont pas très réalistes par rapport à ce qu'on peut retrouver, mais en moyenne 2, 4, 6 fois par nuit aux alentours des 1 an. Vers 2 ans, on est plutôt entre 1 et 4 fois par nuit en moyenne. Et après 2 ans, ça baisse entre 0 et 3 rappels par nuit pour la majorité des enfants. Mais encore une fois, c'est une question de culture. C'est-à-dire qu'ailleurs, les statistiques sont totalement différentes. Et c'est assez fou, d'ailleurs, de voir les différences qu'on peut avoir. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le sommeil d'un bébé, par exemple, de 0 à 1 an, pour qu'on se cale un petit peu sur le nombre de réveils, etc., pour se dire qu'en fait, c'est normal? Ok. Alors, les 2-3 premiers mois, l'enfant, il distingue pas le jour et de la nuit. Ce qu'on appelle le rythme nictéméral, c'est un peu moche, mais n'est pas encore installé. Donc, pour lui, il enchaîne des phases de sommeil et des phases d'éveil sur 24 heures, mais il n'y a pas de, voilà, il distingue pas le jour, la nuit, etc. Donc, ça peut être très irrégulier. Il peut avoir besoin de dormir toutes les heures en journée, et puis d'un coup, le lendemain, il va rester éveillé 5-6 heures. La nuit, évidemment, qui peut avoir des phases d'éveil, et c'est normal aussi. Et en général, on a des réveils toutes les 1 heure, 2 heures, 3 heures. S'il ne se réveille pas toutes les 3 heures, on commence un petit peu à s'alerter, à se demander s'il n'y a pas un petit souci derrière. Voilà. Donc ça, c'est pour les 0-3 mois. Et puis entre 3 et 6 mois, le rythme circadien sur 24 heures commence tout doucement à se mettre en place. Donc là, on va avoir un sommeil qui se stabilise un petit peu et avec des phases d'éveil qui apparaissent plus longues en journée, normalement. Sinon, c'est qu'un souci. Et effectivement, voilà, on a une distinction jour-nuit qui est maintenant en place, qui est acquise, hormis pathologie médicale, et un rythme de journée, d'éveil, de sieste qui commence tout doucement à se mettre en place entre 3 et 6 mois, tout progressivement. Donc, entre 3 et 6 mois, on n'attend pas un rythme régulier avec des temps d'éveil fixes, etc. On va plutôt être sur l'observation de notre bébé. Qu'est-ce qui commence à se mettre en place? Est-ce qu'on distingue déjà un petit chronotype? Est-ce qu'il est plutôt du matin? Est-ce qu'au contraire, il a tendance à se réveiller très tard et à se coucher plus tard? On est vraiment dans une phase d'observation. Et puis entre 6 et 12 mois, ce rythme, il vient encore, normalement, se stabiliser et se régulariser. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais entre toutes ces périodes-là, il va y avoir des périodes de transition de sieste. Parce que notre bébé, il évolue,
il a plein de choses à faire bien plus intéressantes que dormir, s'éveiller, jouer, créer du lien. Donc souvent, dès 3-4 mois, c'est vrai que ça devient plus complexe. Il change de réalité. Lui, ce qu'il veut, c'est s'éveiller et créer du lien, et dormir, c'est plus trop sa problématique. Alors que ça devient beaucoup la nôtre. Donc c'est vrai que... Et c'est ça qui est douloureux, c'est quand il dort et après il dorme plus. Je trouve que là, ça nous met vraiment dedans. Et c'est quand tu reprends le travail. Ouais, voilà. oui, il y a plein de choses qui se jouent. Mais oui, souvent, moi là, je me revois dire à tout le monde, mais elle dort trop bien. Et là, je pense que je peux changer de discours. Mais voilà, c'est jamais figé en fait le sommeil et jamais acquis, je pense non plus. On a plusieurs mythes autour du sommeil des bébés allaités. On les entend tout le temps, nous, de la part de mamans qui sont un peu dépassées par tout ça. Donc déjà, tu nous as répondu, les bébés allaités dorment moins bien. Bah non, dorment différemment que les bébés non allaités, mais dorment pas moins bien. Est-ce que l'allaitement empêche l'autonomie pour toi dans le sommeil? Oula, alors, je suis toujours très étonnée des questions et des mythes qui gravitent autour de tout ça. Non, encore heureux d'ailleurs. L'allaitement, comme le cododo, comme tout ça, comme toutes ces pratiques plutôt proximales, au contraire, elles n'empêchent pas l'autonomie, elles l'encouragent, elles la soutiennent. C'est juste qu'il faut avoir des attentes réalistes et on ne peut pas attendre d'un enfant de quelques mois qu'il soit autonome comme un enfant de 3 ans. Mais non, ça ne freine en rien l'autonomie du sommeil, ou l'autonomie globale d'ailleurs. Autre phrase assez dure, c'est « il faut arrêter d'allaiter pour que ton bébé fasse ses nuits ». Ouais, alors déjà, le terme « faire ses nuits », encore une fois, très porteur de sens et très culturel. Cette idée est assez absurde dans beaucoup de pays. Donc non, encore heureux qu'on n'ait pas bougé d'arrêter d'allaiter pour que notre enfant dorme bien. Mais encore une fois, il faut avoir des attentes réalistes de base, en fait. Un enfant qui fait ses nuits à 1 an, 14 mois, c'est peut-être pas réaliste de base aussi. Donc c'est toute cette réalité-là qu'il faut aussi accepter et prendre conscience de tout ça pour aussi pouvoir adapter plein d'autres aspects que ce sommeil-là. Et encore une fois, il n'y a pas de différence majeure dans la qualité de sommeil d'un enfant allaité ou pas. Donc, Et après, il y a autre chose qui revient, c'est donner le sein la nuit, c'est créer des mauvaises habitudes. Est-ce que tu peux nous commenter cette phrase magnifique? Alors, donner le sein la nuit, c'est tout ce que la nature a prévu pour nous, pour le sommeil de notre bébé. Donc, c'est plutôt la meilleure habitude qu'on peut mettre en place tant qu'elle nous convient à nous et à notre bébé. Donc, il n'y a pas de mauvaise habitude ni de mauvaise association au sommeil, parce que ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. Pour moi, une mauvaise association au sommeil, c'est quelque chose qui va dégrader le sommeil de l'enfant. Donc, ça serait les écrans avant de dormir. Ça serait les boissons sucrées, caféinées avant de dormir, ou la nuit. On en voit encore, mais moins en moins, heureusement, mais ça arrive. Donc ça, c'est vraiment des associations négatives au sommeil. Mais endormir son bébé au sein, lui donner le sein la nuit, ou le bercer, ou je ne sais quoi, c'est pas des associations négatives au sommeil. Et est-ce qu'il y a, parce que là, c'est vrai qu'on pense beaucoup au stade bébé, mais je crois que nous, les questions qui reviennent, et moi, ce qui m'a beaucoup interrogée, c'est sur des allaitements longs, en fait, où j'ai vraiment pas dormi pendant longtemps. Est-ce qu'il y a un âge où on peut considérer, alors j'imagine que la réponse c'est il faut observer son bébé, et voilà, mais est-ce qu'il y a un âge où on peut considérer que c'est raisonnable d'essayer d'induire un sevrage nocturne, par exemple? Alors, il n'y a pas d'âge, pour le coup. Encore une fois, c'est culturel et ça dépend de chaque famille. On peut dire qu'avant 12-18 mois, ça semble compliqué dans le sens où l'enfant va très probablement avoir besoin d'un apport lacté. Mais en soi, on peut envisager un sevrage à tout âge, j'ai envie de dire, dès que ça convient plus à la mère ou au bébé. Donc, voilà. Après, c'est sûr, avant 12-18 mois, donc tu auras très probablement besoin de mettre en place un complément lacté la nuit. Après, j'ai envie de dire, à partir du moment où ça convient plus à la maman, là, on peut réfléchir. Après, ce qui est bien aussi, c'est de se questionner sur pourquoi ça ne nous convient plus. Est-ce que c'est vraiment l'allaitement qui ne nous convient plus? Est-ce que c'est plutôt les 2 heures de trajet pour aller au travail qui ne nous conviennent plus? Est-ce que c'est de devoir enchaîner les courses, le devoir des aînés qui nous pèse? Enfin voilà, on va essayer peut-être parfois, souvent même, de trouver des solutions et d'autres leviers. T'es vraiment dans notre team. Et ça aide tellement plus que d'envisager de s'ouvrir la nuit, même si ça peut être aussi une bonne idée à partir du moment où c'est
le souhait de la mère, encore une fois, n'est pas... Après, c'est souvent les questions qu'on a, je pense, mais après, c'est ce qu'on voudrait tout. On voudrait des bébés parfaits. Je suis mauvaise. Des bébés qui dorment parfaitement. Et du coup, nous, des fois, on se retrouve avec des questions sur Insta où on nous dit mon bébé, il a 4 mois, du coup, je voudrais plus allaiter la nuit, mais je voudrais maintenir ma lactation. Et c'est compliqué de répondre. Moi, je sais que dans mon cas, surtout mon aîné qui n'a pas beaucoup dormi les premiers mois, années, pour moi, c'était inconcevable dans ma tête de le sevrer la nuit avant 12 mois. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis ça en tête. Enfin, bon, voilà, c'était pas plus mal. Et ça m'allait. Ça m'allait. Puis à 18 mois, ça m'allait plus du tout. C'est que je dormais pas, j'étais épuisée. Il faisait que téter. Il tétait pendant 2 heures la nuit. Enfin, voilà, c'est très dur. Donc, on a été accompagnés à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en place un sevrage nocturne. Et il a continué d'être allaité, mais il était plus grand. Et voilà, il y a plein de choses. Voilà, mais je veux dire, le discours qu'a eu l'accompagnante à l'époque, elle me l'aurait dit avant ses 12 mois. Donc là, bon, c'est 18 mois. Il n'était pas entendable pour moi parce que c'était non, il faut que vous arrêtiez de lui donner la tétée. Moi, je ne pouvais pas avant me dire non, je ne vais pas répondre à ses besoins. Il est là, il a besoin, machin. Il y a eu un stage où je dis non, il n'a plus besoin. Et en fait, c'est moi qui l'ai décidé. Je ne sais pas si c'est le cheminement de tout le monde, mais voilà, je crois que tout le monde veut un peu des marches à suivre, des cases, de dire ok, ça y est, je peux arrêter machin. Mais en fait, ça dépend, en effet, et tu le dis, de la maman, de son souhait, de son bien-être et aussi de tout ce qu'il y a à côté. Mon craquage à 18 mois, c'est parce que j'allais passer mon DU, j'allais me marier, je dormais pas depuis 1 an et demi et j'ai pété un câble un soir alors que j'ai toujours dit non mais le sommeil ça va, c'est pas grave de pas dormir et tout. Et je sais pas, un soir j'ai dit en fait on va pas se marier, je suis fatiguée. Et là, mon mari il a fait on va peut-être mettre quelque chose en place, il va falloir appeler quelqu'un. On va peut-être trouver des solutions. Ouais. Là, il y a plein de choses qui me viennent en tête en t'entendant. Déjà, il faut bien garder en tête que sevrage nocturne égale pas bébé qui va faire sa nuit. Oui, aussi, oui. Ouais. J'ai beaucoup de mamans qui associent... le relais, du coup, a été pris par mon mari. Moi, je veux bien dire que l'allaitement la nuit, ça apporte 1/3 des apports de lait sur toutes les 24 heures. Donc, il faut quand même voir pour les petits. Ouais, je trouve que c'est... Et encore une fois, les tétées nocturnes ne répondent pas qu'à un besoin nutritif aussi. Et en plus, elles participent à ta lactation, à toi aussi. Donc, clairement, avant d'envisager pour moi un sevrage nocturne, quel que soit l'âge d'ailleurs, de se faire accompagner, c'est mieux. Par quelqu'un formé à l'allaitement et au sommeil, c'est encore mieux. Effectivement, on va essayer de voir déjà, est-ce que l'hygiène de sommeil est OK, quoi. Est-ce que le rythme est bon? Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Parce qu'avoir une petite tétée, l'enfant s'endort en 5 minutes, 2-3 fois dans la nuit, souvent c'est OK. S'il reste accroché au sein 2 heures, évidemment que là, ça devient plus OK, quoi. Et le sevrage nocturne n'est pas forcément la bonne réponse à ce moment-là, quoi. Parce que pourquoi il se réveille 2 heures? Est-ce qu'il y a un problème de rythme, de rituel, une anxiété passagère, une alimentation en journée qui est problématique? Enfin, voilà, il y a d'autres aspects à prendre en compte autres que c'est l'allaitement le fautif, quoi. Donc là, on a un peu débunké les mythes. Ouais. Donc, à ton avis, toi, pourquoi l'endormissement au sein est-il si critiqué, Alexia? Alors, ça, c'est très occidental aussi. Hein. J'ai l'impression de dire ça à toutes les questions, mais en même temps, on est tellement différents des autres. Faut pas oublier qu'on évolue dans une société où la place de la femme, de base, est quand même pas optimale, on va dire. Et c'est vrai que l'homme, avec un petit H pour le coup, a un besoin de contrôle sur le corps de la femme qui est grand. Et j'ai des fois les oreilles qui sifflent en consultation avec certains coparents. Où effectivement, ils expriment le besoin de retrouver ce qui leur appartient. En tout cas, ils le verbalisent comme ça, ce qui peut être un peu questionnant. Mais effectivement, ils ont parfois ce besoin de retrouver cette partie-là, cette partie de la féminité, slash sexualité. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui gravitent autour. Donc déjà, il y a un petit problème sociétal là-dessus. Et puis on a aussi ce besoin en Occident d'autonomiser de manière très précoce les enfants. Et évidemment, si l'enfant il est au sein, il n'est pas autonome, donc il est moins bien vu. Et alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est un problème si un bébé s'endort toujours au sein, voir si un bébé ne s'endort qu'au sein? Par exemple, il va rentrer à la crèche. Non, mais des fois, il s'endort en la berçant. C'est pas ton cas, mais je sais que c'est les inquiétudes qui reviennent chez les mamans. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Plein de choses à dire, encore une fois. Non, alors c'est pas du tout un problème. Et en soi, encore une fois, je me répète, mais tant que ça convient à la mère, à l'aitante et à son bébé, en fait, on ne va pas chercher plus loin. Il n'y a pas de problème à chercher derrière. Par rapport au début d'un mode de garde ou de choses comme ça, il faut aussi s'enlever cette pression-là. L'enfant, il peut très bien s'endormir qu'au sein à la maison.
et autrement à la crèche. En fait, il faut bien comprendre que dès la naissance, le petit bébé, il va développer des figures d'attachement et des habitudes d'endormissement avec chacune de ces figures d'attachement. Donc, avec la mère allaitante, le plus souvent, c'est le sein, ou en tout cas la forte proximité physique. Avec le coparent, la plupart du temps, ça va être des bercements et aussi pas mal de proximité, on va pas se mentir. Et avec des figures plus secondaires, comme la maîtresse, la nounou, la mamie, etc. Et ben, comme par hasard, le bébé va être beaucoup plus c'est ça qu'on autonome. entend. À la crèche, il dort trop bien. Les grands-parents aussi. Ouais. Mais c'est peut-être ça aussi qui rend cette association dans la tête des gens un peu négative. C'est chez moi, il ne prend pas le sein, il dort très bien, alors que chez toi, tu dis que tu es fatigué parce qu'il se réveille, parce qu'il tète la nuit, donc il faudrait arrêter. Voilà. Ouais, donc il faut bien se rassurer là-dessus. L'enfant, il va développer des habitudes d'endormissement avec chacune de ses figures d'attachement. Ça demande un petit peu de temps, comme avec n'importe quel individu. Et j'aime bien donner un exemple aux mamans qui est assez parlant, même si c'est pas tout à fait vrai sur le principe, sur le fond, mais je leur dis toujours, j'imagine que vous êtes plus tactile, plus câline, avoir des gestes d'affection plus facilement avec votre partenaire qu'avec votre collègue de travail que vous voyez pourtant parfois beaucoup plus en termes d'heures sur la semaine que votre conjoint. Parce que c'est alors c'est pas une figure d'attachement, mais en tout cas c'est une personne qui est secondairement dans votre vie, plus loin. Même le boulanger que vous voyez tous les matins, évidemment vous n'allez pas avoir exprimer le même besoin de proximité et de réassurance avec lui qu'avec votre partenaire. Votre bébé c'est pareil. Il va exprimer plus d'émotions, plus fort ses besoins de réassurance, d'accompagnement, de proximité avec des figures primaires qu'avec des figures secondaires. Et du coup, comment on peut savoir si ça devient pesant ou pas pour la maman, l'allaitement avec l'endormissement au sein, par exemple ? Alors, la première chose que je conseillerais déjà, c'est de savoir et de faire le point sur est-ce que ce qui me pose problème, c'est l'endormir ou de l'allaiter la nuit, ou c'est la longueur des endormissements. Et bien souvent, on me répond la même chose. Si ça dure 15 minutes, ça va, mais là, ça dure 2 heures, j'en peux plus. Et ça, pour le coup, il y a plein d'autres leviers, le rythme, les rituels, plein d'autres choses qu'on va venir ajuster pour avoir une durée d'endormissement dite normale, c'est-à-dire 30 minutes ou moins pour un enfant en bonne santé. Donc la première chose, c'est ça. 30 minutes, c'est pour quel âge ? À tout âge, okay. Même pour les adultes. On considère un endormissement non pathologique quand il dure 30 minutes ou moins de 30 minutes. Sinon, c'est qu'à peut-être des petits freins au dodo passagers. Je vais peut-être t'appeler pour ma fille. Après, si malgré tout, la maman, tout est ajusté, l'endormissement est pas trop long et pourtant, ça lui pèse. Elle a plus envie de ça. Et elle sent, et pour le coup, il faut vraiment que la maman s'écoute dans ses sensations aussi, dans son corps. Est-ce qu'elle prend toujours plaisir à allaiter ? Est-ce que, elle sent que ça l'agace, que ça la frustre très vite, que elle a du mal avec ses sensations. Il faut s'écouter, il faut pas se forcer non plus. Et dans ce cas-là, évidemment qu'on peut aller vers de nouvelles habitudes d'endormissement en douceur, avec tout autant de proximité, tout autant d'amour, mais qui conviennent à la fois à maman ou aux coparents et au bébé. D'accord. En plus, souvent, quand on se sent tendu, le bébé te sent tendu, je pense que c'est un cercle vicieux et ça dure éternellement, je pense. Complètement, ouais. Il y a une notion centrale à comprendre dans le sommeil et dans la vie avec un bébé, c'est ce qu'on appelle la corégulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'un bébé, il n'a pas la capacité physiologique, en tout cas avant plusieurs années, de se réguler, de contrôler ses émotions et de s'apaiser tout seul. Donc, il a besoin de l'adulte, d'un adulte de confiance. Sauf que si l'adulte lui-même n'est pas bien régulé et que là, en fin de journée, après des réunions bien reloues et 2 heures dans les transports, évidemment qu'on n'a pas forcément l'apaisement qu'il nous faut et forcément la corégulation va mal se faire. Et si nous, on n'est pas calme, notre bébé ne le sera pas, donc c'est clair que ça n'aide pas, quoi. Moi, ma fille, alors après, elle a 3 ans, on parle pas de bébé, mais elle met beaucoup de temps à s'endormir quand j'ai du montage à faire en général, parce que je reste avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme pour le coup. Ça me va quand ça dure 20 minutes. Bizarrement, quand j'ai beaucoup de trucs à faire le soir, c'est très très long. C'est toujours ça. Elle le sent forcément. T'as envie de sortir, t'es un peu plus à cran, donc ta corégulation fonctionne moins bien. Oh là là. Et alors, on avait envie d'aborder un gros sujet qui revient dans les questions, l'endormissement autonome. Ce grand concept. Alors, de quoi on parle en fait quand on parle d'endormissement autonome ? Qu'est-ce que c'est un endormissement autonome ? Qu'est-ce que ce n'est pas ?
Ok, gros sujet, effectivement, un joli terme, en effet. L'endormissement autonome, donc le fait qu'un enfant s'endorme sans aucune assistance extérieure, pas de tétine, pas de bercement, pas de sein, je ne sais quoi. C'est une attente culturelle. Pas de tétine. Ouais, normalement, alors ça dépend du coach qui en parle. Certains disent c'est ok la tétine, d'autres ils disent faut même pas de doudou. Enfin, c'est un peu chacun a Tu le sa mets manière de voir par la terre dans chose. une pièce et tu t'en vas, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment une attente culturelle, d'accord, qu'on retrouve qu'en Occident. Et c'est aucunement une étape normale du développement dans le sommeil du jeune enfant. À aucun moment de son âge, un enfant, un individu, a acquéri tout ce qu'il faut pour s'endormir seul, et c'est quelque chose qu'on devrait attendre. C'est pas le cas. Donc voilà, l'endormissement autonome, c'est pas une finalité, ça devrait pas être un objectif pour les parents, même si on comprend évidemment avec les journées qu'on a Qu'on aimerait qu'on bien peut pas qu'ils toujours bien s'endorment accompagner en déclenchant notre commando, enfant. bien sûr, mais... Donc voilà, il faut bien garder aussi à l'esprit, c'est important pour moi de le dire, que même chez les adultes, les endormissements autonomes sont plutôt rares. Il y a pas mal d'études là-dessus et on estime que 70 à 94% des adultes ne s'endorment pas en autonomie. Ils ont besoin de la présence du partenaire, de leur chien, de leur enfant, du podcast qui tourne en fond, de la télé allumée, de bruit blanc, plein de choses pour aider au sommeil. Donc c'est vrai que c'est une attente qui est loin d'être universelle chez l'adulte, et pourtant c'est quelque chose parfois qu'on attend d'un enfant de 6 mois, 1 an, 2 ans. Ouais, c'est même plutôt. En fait, je crois que ce qu'on entend, en tout cas dans le monde de l'allaitement, quand on veut un endormissement autonome, ça veut dire un endormissement sans le sein, en fait. Enfin, c'est-à-dire poser son bébé et pouvoir sortir de la chambre et qu'il s'endorme. Bon. Oui, je pense que déjà la définition, il faut voir un peu ce qu'on attend dans endormissement autonome, mais je pense que c'est plus une maturité du cerveau à s'endormir un peu seul, tu vois. Mais ça, on ne sait pas vraiment Ça quand dépend. est-ce que c'est. Ouais, ça dépend de l'enfant. Ou de l'adulte. Ouais, ça dépend de chaque individu. Il faut bien garder à l'esprit que l'homo sapiens, donc nous, les humains, on est une espèce grégaire et on est fait pour vivre en groupe de jour comme de nuit. On n'est pas fait pour dormir seul dans une pièce, quoi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les personnes célibataires ont plus de troubles du sommeil que les personnes en couple, à la condition que le partenaire n'ait pas de troubles du sommeil, genre des ronflements. Ouais, j'allais dire qu'il ronfle pas. Et en même temps, moi je crois que ma mère, elle s'endort pas si mon père ronfle pas, tu vois. Ça fait longtemps qu'ils sont mariés. Ça fait un bruit. C'est son bruit blanc, bah ouais. Et bon, alors du coup, tu as un peu répondu à est-ce que ça peut exister chez le bébé allaité? Donc, on veut dire oui, mais comme ça peut ne pas exister, ça dépend, ça dépasse. En soi, on peut conditionner n'importe quel individu, quel que soit son âge, à dormir seul. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Ça, c'est à chacun de voir. Il faut bien comprendre que le terme endormissement autonome aussi, il est très récent. 2005, 2010, 2015. Avant ça, on n'en a jamais entendu parler. On avait d'autres termes. On parlait de méthode d'extinction, méthode de conditionnement au sommeil. Mais c'est vrai que c'était vers les années 2000, en fait, les parents ont commencé à force questionner sur le bien-être et la santé mentale des enfants. C'est devenu un sujet qui était moins le cas avant. Pas dire pas du tout, pour certaines époques. Donc c'est vrai que dans les années 2000-2010, il y a beaucoup de parents qui, quand on leur parlait de méthode d'extinction du signal, etc., ça leur parlait pas du tout. Et donc forcément, certains coachs qui vendaient ces méthodes d'extinction avaient moins de business, ça marchait moins bien. Donc ils ont rebrandé, ils ont essayé de mettre un petit coup de jeune aux méthodes d'extinction du sommeil. Et dans les années 2005-2010, on a commencé à voir apparaître au Canada, aux USA et en France le terme d'endormissement autonome. Et alors ça, pour le coup, ça plaît beaucoup plus aux parents parce qu'on a l'impression que notre bébé il va être plus autonome, que c'est bon pour lui, que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir être sain, quoi. Donc moi, je dis toujours en consultation, ils sont trop petits. C'est tout petit, on peut pas se dire à 2 mois, il va faire ses nuits complètes tout seul en un claquement de doigts. Enfin, c'est pas possible. Après, je conçois qu'on ait envie de dormir, nous, en tant que maman, qu'on soit au bout du roule ou même que le partenaire il puisse mettre un peu la pression en disant c'est à cause de l'allaitement, etc. Mais en vrai, je pense qu'il faut se laisser le temps au temps et à son bébé. Et même si nous, on a des difficultés de sommeil, il y a plein d'adultes qui ont des difficultés de sommeil. Donc,
c'est quand même... Et puis comme tu l'as dit, Alexia, il faut interroger aussi le reste que ça. En effet, est-ce que ce qui te fatigue, c'est de rester avec ton bébé pour l'endormir, ou est-ce que c'est en effet aller travailler? Bon, des fois c'est obligatoire, on va pas se le mentir, mais c'est ta charge mentale, c'est tout ça, et là, il faut peut-être redistribuer un peu les cartes. Très facile à dire. Voilà. Mais je crois qu'en tout cas, il faut insister sur le fait que l'autonomie ne se force pas, elle s'acquiert. Et des fois, elle ne s'acquiert pas, puisque, encore une fois, à 40 ans, on peut s'endormir avec des bruits blancs. mais voilà, mais qu'il n'y a pas de solution miracle enfin, nous, on lit souvent, je voudrais mettre en place l'endormissement autonome. Enfin, c'est un projet, c'est un truc, c'est comme la diversification alimentaire. Il est temps de faire l'endormissement autonome. Et du coup, donc, ça n'existe pas vraiment, en fait, de bons moments, en tout cas, il n'y a pas de case. Pas vraiment, sur le principe. Après, moi, la chose qui a le plus de chances d'apaiser et d'adoucir le sommeil du bébé, c'est de l'accompagner. Il n'y a pas de secret, c'est un peu triste à dire, mais plus on a de la proximité, plus on a de l'accompagnement au sommeil, plus l'enfant aura des capacités d'autorégulation qui seront bonnes quand il sera en âge d'en avoir, donc c'est-à-dire quand son cortex préfrontal sera suffisamment mature. Donc un peu de temps quand même, mais voilà, c'est vrai mettre en place pour le coup, comme tu dis, des endormissements solitaires. Moi, je parle pas d'endormissement autonome parce que ça veut pas dire la même chose, mais des endormissements solitaires où on va faire un super rituel, on va lire des livres et tout. Et après, on va expliquer à notre enfant que je vais au salon, je vais me brosser les dents. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles ou tu utilises notre mot de code. Enfin, ça marche bien. Les enfants trouvent ça très drôle. Genre carotte. Ouais, alors au début, il va appeler carotte 50 fois. Puis bon, une fois l'effet de nouveauté sera passé, c'est vrai que ça permet de sortir un petit peu plus. Après, encore une fois, pourquoi on veut sortir? Il y a plein de questionnements à se poser sur le principe même. Mais pour certains parents, c'est un souhait et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Si c'est OK pour l'enfant, on peut tester, ça n'empêche pas d'essayer de le mettre en place. Mais avant 3-4 ans, c'est pas très réaliste, quoi. L'enfant n'arrive pas à exprimer ses émotions, il ne saurait pas dire s'il a besoin de quelque chose. Enfin, voilà. Il faut attendre quand même que l'enfant ait une capacité émotionnelle et une maturité de sommeil aussi qui soit quand même importante. Après, si je peux rassurer des gens qui sont dans le dur, donc j'ai failli annuler mon mariage quand mon fils avait 18 mois parce qu'on ne dormait pas. Aujourd'hui, il a 6 ans. Et pour le coup, c'est absolument parfait. C'est-à-dire qu'on lui lit un livre, il nous demande de rester un peu avec son livre dans son lit. Alors, il ne sait pas lire, mais il regarde les images. Et il éteint tout seul, il s'endort seul. Il ne rappelle pas. Bon, là, ça fait 2 jours, comme mon mari n'est pas là, qu'il vient quand même dans la nuit me dire qu'il a envie de faire pipi, alors qu'il ne fait jamais ça, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, et pendant longtemps, il s'est levé très tôt, et là, on est en train d'arriver sur des réveils un peu plus tardifs parce qu'il fait la sieste. Voilà, donc sachez qu'un jour, ça passe. Si je me raccroche à ça quand je mets 1 heure à endormir ma fille le soir. Voilà. On est ensemble, ça va. Ouais. Et du coup, Alexia, dans le langage courant, on entend souvent il ou elle ne fait toujours pas ses nuits. Or, médicalement, on sait qu'un bébé qui fait ses nuits lorsqu'il dort environ 5 heures d'affilée. Donc, c'est vrai que quand il fait 22h, 3h du matin, ça fait 5 heures, donc c'est une nuit. C'est vrai que ça pique, mais en fait, un bébé, il dort pas forcément non-stop. Qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu de ça pour accompagner et rassurer les parents qui nous écoutent? Alors, plein de choses à dire. Déjà, je reprends un petit peu ta question. Le fait de faire ses nuits égale 5 heures d'affilée, c'est pas médical. Ni scientifique, ni quoi que ce soit. En fait, il n'y a aucun consensus international sur la notion de faire ses nuits égale 5 ou 6 heures de sommeil d'affilée. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans des études occidentales sur le sommeil, où ils avaient besoin, en fait, de standardiser les données. Et du coup, fallait bien donner des chiffres fixes sur à partir de quand on considère que le sommeil est de qualité, etc. Et ils se sont mis d'accord au début sur 8 heures, puis après, il y en a qui ont sorti 4 heures, et puis ils se sont dit, on va couper la part en deux, on va dire 5-6 heures. Mais il n'y a rien de médical ou scientifique derrière. C'est encore une fois des études très occidentalisées. Donc c'est vraiment pour classer le sommeil sur bon sommeil, moins bon sommeil, etc. C'est assez binaire, assez basique. Donc cette notion de faire ses nuits tout court, en fait, encore une fois, je pense qu'il faut réussir à s'en détacher parce qu'en fait,
cette notion-là, elle vient aussi avec beaucoup de pression, je trouve. Sur les mères, on va pas se mentir, on va utiliser les mots, sur les coparents aussi parfois, mais c'est plutôt sur la mère, où on va se dire, si mon bébé, il n'a pas atteint cet objectif, s'il fait pas ses nuits, donc c'est-à-dire si, dans le langage courant, s'il dort pas 5-6 heures à X ou Y âge, c'est qu'il a un problème. Et si mon bébé a un problème de sommeil, c'est que j'en suis le responsable en tant que mère, on culpabilise pour tout, donc évidemment qu'on va prendre ça comme ça. Donc cette notion qu'un enfant devrait faire ses nuits à tel ou tel âge, ça rajoute juste une pression de dingue dont on n'a pas besoin. Et qui dit pression, dit on va mettre de la pression sur notre bébé, dit mauvaise co-régulation émotionnelle, et ça vient entretenir les difficultés de sommeil. Donc le plus simple, ça reste encore de lâcher prise sur cette histoire de sommeil. Effectivement, de respecter toutes les règles un peu basiques de une pièce pas trop chauffée, un rituel adapté, un rythme suffisamment régulier et adapté aux besoins de notre bébé, mais ça c'est assez basique. Une bonne alimentation équilibrée, variée, voilà, les choses qu'on entend un peu partout. Et pour le reste, on lâche prise, quoi. Je crois que c'est la meilleure chose qu'on pourrait dire. Parce que vraiment, cette histoire de faire ses nuits, pour la petite anecdote, j'en parlais pour mon livre avec un médecin du sommeil mexicain. Alors déjà, ça a été une galère sans nom de lui traduire le terme faire ses nuits, parce qu'en fait, il y a une traduction anglaise, française, mais dans la majorité des autres langues, il n'y a pas de notion, en fait, cette notion n'existe pas. Du coup, le traducteur était déjà très embêté par ça et il disait mais comment je suis censée expliquer un truc qui n'existe pas, donc il a expliqué le concept qu'il y a derrière et le médecin a explosé de rire et il me dit mais vraiment vous les occidentaux vous avez le don de vous prendre le chou et de modifier ce que le corps humain sait faire. Voilà, il était vraiment très choqué de ces notions-là. Pourtant, j'ai juste parlé de faire ses nuits, j'ai pas parlé d'endormissement autonome, donc j'ai pas osé. Et c'est vrai que de voir à quel point pour lui c'était choquant d'attendre qu'un enfant de 2, 3, 5 ans se réveille pas toutes les 2-3 heures la nuit. Alors pour moi, en tant que consultante occidentale, c'est vrai que on a quand même plutôt tendance à dire que c'est franchement problématique. Ça m'a mis un peu une claque quand même, hein, de me dire. Pourtant c'est un médecin qui est assez renommé dans son pays. Il n'est pas censé raconter n'importe quoi, mais c'est vrai que les échanges étaient assez perturbants pour moi. C'est intéressant de dire qu'en fait, la traduction n'existe pas. Enfin, c'est fou qu'il n'y a pas d'équivalent. Ouais, non, c'est assez fou. Et pour autre anecdote, allez, je balance, avec une maman guatémaltèque. Pour le coup, je lui demandais une question toute bête au tout début en plus, du questionnaire pour mon livre. Je lui disais où dort ton bébé? Et là, elle me regarde très bizarrement. Elle me dit comment ça, où dort mon bébé? Je fais nous en France, l'enfant il peut dormir dans le lit des parents, dans un berceau cododo, dans un lit normal un peu plus loin dans la chambre ou dans sa propre chambre. Et elle a été excessivement choquée de ce que j'étais en train de lui dire, alors que moi j'avais l'impression de lui dire une banalité. Et elle s'est mise à pleurer. Elle me disait mais comment je pourrais imaginer que mon bébé de 10 mois dorme ailleurs que sur moi, quoi. Elle disait j'ai jamais vu faire autrement, quoi. Donc elle l'avait jamais imaginé que ça puisse être différent, quoi. Donc moi j'arrivais avec ce concept-là de lit à barreaux dans une chambre et elle était vraiment, je crois que je l'ai un peu traumatisée. Mais oui, c'est assez fou de voir les différences qu'on a sur ces notions qui pourtant pour nous semblent des évidences, quoi. Après c'est culturel et sociétal comme tu dis depuis le début du... Ouais. Et ça, c'est comme c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de normer en espérant qu'il y ait des chiffres, en disant ok, à 6 mois ils doivent dormir tant d'heures, machin et tout, et en fait tu te rends compte que non, parce que mondialement tout est très différent. Après, ça, tu vois ça rassure aussi oui, non, mais ça rassure. Ouais. Mais après je reviens un peu à ce que tu disais sur la compétence parentale, parce que moi c'était un truc parce que je me suis un peu pris dans la tête comme je suis pharmacienne, quand j'ai repris le boulot, et pourtant c'était des patients que j'adorais, mais j'ai beaucoup de patientes assez âgées qui me disaient et alors il est sage, ça on va passer, et il fait ses nuits et donc c'est pas non, je sais, non, il dort pas trop. Ah, mais vous le nourrissez, non? Ouais. Oh, voilà. Donc, et donc wow. Je dis oui, je l'allaite. Et vraiment, c'était des gens que j'aimais bien, que j'estimais, que j'estime encore. Mais du coup, tu te rends compte aussi de le poids de tout ce que du vécu et c'est des discours un peu vieux, mais c'est des personnes âgées aussi, mais qui sont encore très ancrées chez certaines personnes. Et voilà. Et du coup, c'était là les petits conseils de non, mais peut-être que le soir, un biberon avec des céréales. Voilà. Donc c'était tout ça. Mais je me dis moi à la limite, j'étais à peu près, j'étais déjà très motivée sur l'allaitement.
j'avais beaucoup d'aide de mon mari. Enfin, voilà, il y avait plein de choses, mais je me dis, une maman solo ou pas aidée ou qui est pas sûre de son allaitement ou de tout ça, bah oui, enfin, t'entends ça 3 fois dans la journée. Bah en fait, c'est simple, oui, bah en fait, c'est ça. Il dort pas parce que je l'allaite, donc je vais arrêter l'allaitement. Donc, bon, enfin, on a bien compris que ça ne changera peut-être sûrement rien. Et puis, en fait, bah, c'est peut-être parce que je suis incompétent, en fait, parce que les bébés, ils doivent dormir. Puis on se rend compte aussi que on oublie beaucoup tout ça. Enfin, je sais que, enfin, pour le coup, je raconte en rigolant que j'en ai chié 18 mois, mais des fois, je me dis non, mais en fait, c'était pas si pire. Alors, j'ai beaucoup documenté le truc, donc je me rappelle quand même. Mais il y a vraiment des trucs qu'on oublie, je pense. Et du coup, sur mes patientes qui avaient 80 ans, elles ont complètement oublié que leurs 3 gosses, ils dormaient pas, ou voilà, qu'elles se réveillaient. Enfin, c'est tout. Hein. Pareil, ma mère me dit non, toi, tu dormais. Puis elle me fait, en fait, non, non, tu te réveillais tout le temps. Le soir, en fait, tu dormais la journée, mais le soir, tu dormais jamais la nuit, en fait. Okay. Alors qu'elle te dit, non, mais toi, ça allait très bien, je t'ai pas fatiguée. Ah, ben si, mais en fait, je travaillais pas. Ah ouais. Donc, voilà. Mais donc, je pense que essayer de s'affranchir un peu du discours autour, c'est très compliqué à faire, mais ça joue. C'est compliqué. En fait, on est vraiment dans une génération de femmes, de mères, où la transmission qu'on a avec les gens d'au-dessus, nos parents, nos grands-parents, est difficile. C'est-à-dire dans plein de cultures, c'est assez fluide en fait, la transmission se fait bien. Mais nous, en fait, on a vraiment une grosse remise en question, encore une fois, qui est assez récente sur le bien-être des enfants, la place de l'enfant dans notre société. On voit ça tous les jours dans les médias. C'est clair qu'on n'a pas les mêmes questionnements. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait peut-être que l'enfant il soit plus calme, qu'il bouge pas, qu'il reste sur sa chaise, qu'il parle pas à l'adulte quand l'adulte lui a pas dit de parler. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de conditionnement au sommeil. Les choses étaient différentes, les recommandations étaient différentes sur l'allaitement aussi. Donc forcément, on n'a plus aussi ce village-là. En tout cas, plus de la même manière. C'est un village qui, quand il est là, c'est-à-dire rarement, est un peu défaillant aussi. Donc forcément, au lieu d'aider, de réchauffer, de rassurer, ça a tendance à angoisser et à questionner les mères, quoi. Elles disent, bah ouais, mais moi j'ai demandé à ma belle-mère de venir m'aider. En fait, toute la journée, elle m'a dit de pas trop porter ma fille, d'arrêter de lui donner le sein à chaque fois qu'il se réveille. Enfin, donc à la fin, je voulais juste qu'elle parte et je préfère encore être toute seule que d'être si mal accompagnée. Et c'est super triste d'en arriver là, quoi. Bien sûr. Mais ce qui est fou, c'est que t'as l'impression que tous ces trucs-là, c'est sur un siècle, enfin un peu comme pour l'allaitement, le sommeil, je trouve que c'est un peu le même combat. C'est sur un siècle que tout a été un peu détruit, parce que pendant des centaines d'années, toutes les familles dormaient ensemble, je sais pas si c'est par habitude, par pauvreté, le concept de la chambre d'enfant, il est très récent quand même. Et on le sait, hein, qu'au Moyen-Âge, comme il n'y avait pas de chauffage, tout le monde dormait dans le même lit, parce qu'il n'y avait de toute façon qu'une seule pièce qui était chauffée. Enfin, c'est quand même marrant de se dire que là, parce qu'il y a encore des gens pour qui c'est choquant de dormir avec son bébé. De moins en moins, je trouve, ou alors c'est parce qu'on gravite dans des milieux où c'est pas choquant, mais voilà, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que les années 70-80 qui ont vraiment fait un truc comme l'allaitement. Comme l'allaitement. C'est pareil. L'allaitement et le sommeil ont suivi le même parcours. Ouais, c'est vrai, effectivement. Heureusement, ça évolue et on retrouve un peu plus de proximité, mais en même temps, je trouve que c'est un peu traite parce que on va vers plus de proximité, un retour avec l'allaitement, etc. Mais en attendant, le soutien qui est censé aller avec, on l'a pas, quoi. Donc en fait, on essaie, et les mères d'aujourd'hui, et nous y compris, on essaie de faire mieux, on essaie de faire plus proximal, on essaie de moins blesser nos enfants, en tout cas qu'ils aient moins de choses à réparer une fois adultes. Mais en fait, on est super seuls, quoi. Donc on essaie de faire mieux, mais avec encore moins d'aide que ce qu'il y avait avant, quoi. Donc c'est encore plus dur. C'est pour ça que s'il y a des mères qui nous écoutent et qu'elles ont l'impression de galérer, c'est pas le problème. Nous, on dit toujours que le meilleur des soutiens, c'est le soutien entre mères. Et ça se rejoint un peu dans le sommeil, comme dans l'allaitement, bien sûr. Et alors, il y a une expression, dormir comme un bébé. C'est d'ailleurs le titre de ton livre, je crois, l'aider à dormir comme un bébé. Donc là, on se rend compte que c'est assez trompeur comme expression. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ça? Pourquoi on dit ça? Pourquoi c'est pas possible? Dis-nous tout, Alexia. Alors, à vrai dire, je ne sais pas qui a inventé cette expression, mais il ne devait pas avoir d'enfant, ou pas s'en occuper en tout cas. Parce que, voilà, en tout cas, dans l'imaginaire collectif, dormir comme un bébé, c'est un sommeil paisible, quelqu'un qui s'endort un peu partout, un sommeil assez profond, qui peut dormir avec du bruit, etc. Ce qui n'est pas totalement faux pour les premières semaines de vie, mais c'est quand même autre chose. Mais en fait, la réalité, elle est presque à l'exact opposé de l'idée de cette expression-là. Le sommeil normal et dormir comme un bébé, c'est dormir avec un sommeil léger, agité et fractionné. En tout cas, les 3 adjectifs pour qualifier le sommeil d'un jeune enfant. Donc,
Encore une fois, je ne sais pas qui a inventé cette drôle d'expression, mais c'est sûrement un homme. En fait, si on veut développer un peu ça, les bébés, ils n'ont pas du tout les mêmes cycles de sommeil que nous. Ils ont moins de sommeil profond. Si je me trompe pas, tu m'arrêtes. Donc des cycles de sommeil courts, d'où ces micro-réveils. Ils se réveillent souvent. Et puis il y a aussi un truc qui peut être impressionnant aussi quand j'ai mes enfants, c'est que ça bouge, ça gémit, ça fait du bruit, les bébés, la nuit. Des bruits de chèvre. Donc ils ont plus de phases, je pense, de sommeil actif. Et du coup, oui, non, c'est dormir comme un bébé. C'est un sommeil très agité. C'est mal dormir, en fait, quoi. Voilà. Pour un adulte. Non, mais en effet, le gars, il a dû voir un bébé dans un berceau. C'est vrai que des fois, tu les vois dormir, c'est très mignon. Il fait oh, c'est trop mignon, dormir comme un bébé. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est resté. Oui, comme tu l'as dit, effectivement, le sommeil des bébés est beaucoup plus agité. En fait, par exemple, un enfant de 2-3 mois, il va avoir 40 à 50% de son sommeil qui va être du sommeil agité. On appelle aussi sommeil paradoxal, sommeil des rêves. Donc, il peut avoir les jambes qui bougent, grimacer, pleurnicher un peu dans son sommeil, avoir les yeux qui roulent, voire les yeux ouverts pendant qu'il dort. Donc, c'est un peu perturbant. Et puis, effectivement, plus l'enfant va grandir, plus cette phase de sommeil agité va diminuer. Mais une chose qu'on oublie souvent de préciser, c'est pourquoi les enfants ont autant de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il aide à la construction cérébrale et à l'emmagasinement de tout ce que l'enfant va vivre en fait dans son environnement. Donc évidemment qu'un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans a beaucoup besoin de sommeil paradoxal parce qu'il a énormément de choses à construire. Et après 70 ans, d'ailleurs, au contraire, le sommeil paradoxal est très faible. Il y a beaucoup de sommeil lent léger, un peu de sommeil lent profond qui traîne par-ci par-là, et quasiment pas de sommeil paradoxal. Et on le sait, effectivement, la mémorisation n'est pas optimale après 70 ans. Est-ce que tu peux nous confirmer que du coup, dormir comme un bébé, c'est pas dormir longtemps du coup, mais c'est vraiment dormir en sécurité? Enfin, c'est quoi toi le concept de bien dormir quand on est un bébé du coup? C'est effectivement être proche de sa figure d'attachement. Ouais, ça c'est la clé pour bien dormir quand on a un bébé, c'est de dormir en sécurité. Idéalement, les 9 à 18 premiers mois, dormir en contact. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi difficile de les poser dans ce fichu cododo, hein, tout simplement. Ouais. Ah bah moi, le cododo, il sert pas, c'est ma table de chevet. Ouais, voilà, pour mettre le linge sale, Voilà. c'est un peu ça. Mais oui, dormir comme un bébé, c'est dormir en proximité, se réveiller régulièrement, être réconforté, manger régulièrement aussi, s'éveiller beaucoup, voilà. Et les bébés font beaucoup de choses, hein, mais dormir profondément, pas trop. Pour la fin, c'est un podcast, donc on voit pas, mais pour la petite histoire, donc on entend un peu Aimée gémir depuis tout à l'heure. Là, elle est en portage sur Cassandre, elle s'est endormie. Donc voilà, on a une illustration en live. Là, elle dort comme un bébé. Voilà. Sur maman. Et alors, la grande question, donc on a bien compris, les bébés se réveillent la nuit. Donc comment on peut gérer au mieux ces réveils, si on a bien compris, c'est plus ou moins inévitable. Donc déjà, on y a répondu, pourquoi les bébés se réveillent la nuit? Parce qu'ils ont des phases de sommeil court. Parce que c'est physiologique, effectivement, et qu'ils ont besoin de ça pour s'alimenter, pour stimuler la lactation pour les enfants allaités régulièrement, pour s'assurer qu'ils sont toujours en sécurité. C'est aussi important, accessoirement. Et on l'oublie souvent, mais les enfants ont un sommeil léger et des réveils fréquents pour capter en permanence ce qui se passe dans l'environnement. Déjà, encore une fois, pour une question de sécurité, mais aussi pour pouvoir se caler sur le rythme respiratoire et cardiaque des adultes et des gens qui sont autour. Et ça c'est un facteur de protection pour la mort subite du nourrisson aussi. Et alors du coup, on peut se dire qu'il se réveille par faim ou par besoin de réassurance, par encore une fois une espèce d'instinct qui fait qu'on évite d'être mangé par des bêtes sauvages, même si on ne vit plus dans des grottes. Est-ce qu'à chaque réveil, il faut proposer le sein? Il y a beaucoup de mamans qui me demandent est-ce que c'est des tétés de réassurance? Est-ce qu'il a faim? Comment savoir? À vrai dire, on ne peut pas savoir. Et d'ailleurs, il faut mieux pas se poser la question. Enfin, je veux dire, à 2h du mat dans le noir, comment tu vas te poser la question? C'est vraiment se rajouter une charge dont on n'a pas besoin. Donc, le but, c'est de ne pas chercher. Et que si ça convient à la mère, et encore une fois au bébé, on peut aussi jouer, entre guillemets, je vais dire la facilité, mais entre guillemets, ce qui est le plus naturel et le plus facile, c'est-à-dire proposer le sein en première intention. C'est très bien, si c'est très bien pour la mère, et si c'est facile pour elle, si c'est pas inconfortable, pourquoi faire autrement? Évidemment, par contre, pour celles qui souhaitent faire autrement, c'est aussi possible, bien sûr. D'ailleurs, c'est le cas pour toutes les mères qui n'allaitent pas, et elles s'en sortent aussi très bien. Donc,
on se pose pas la question tant que ça nous convient, quoi. Et si on veut proposer le sein à chaque fois, on raccourcit à la limite la durée de rendormissement, et ça nous permet de nous rendormir plus vite et que bébé reparte plus vite. Donc j'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix. Voilà, on cherche pas plus loin. Et justement, si à un moment ça nous convient plus, comment on fait quand on est épuisé, si on a un bébé donc qui ne s'endort qu'au sein et qu'on se dit là je n'en peux plus, qu'est-ce qu'on met en place? Idéalement, on essaie de pas attendre ce stade-là, d'être vraiment au bout du rouleau, parce que mettre en place des choses, si on veut y aller vraiment progressivement, ça demande quand même un petit peu de temps. Donc on essaie d'anticiper un petit peu et de se dire ok, là je commence à en avoir d'en avoir marre, de temps en temps. Je pense que ça serait bien qu'on fasse différemment. Et alors la première chose, c'est de pouvoir introduire, en plus du sein, de nouvelles associations au sommeil. Des petites gratouilles sur la tête, un petit chut avec notre bouche, une petite chanson, des bercements, tout ce qu'on veut, en plus du sein, qu'on va faire du coup à chaque tétée ou pendant l'endormissement. On fait ça pendant une petite semaine, 10 jours, peu importe. Et puis après, on va essayer de réduire un petit peu la tétée au coucher, par exemple. Donc, on peut proposer le sein en début de rituel. On peut, pourquoi pas, laisser un petit peu de lumière. Et puis après, on va changer la couche. Et puis, on va s'allonger dans le lit avec notre bébé. Et on va lui faire les petites gratouilles, le petit bruit de bouche, les petites chansons qu'on a associées au sommeil précédemment. Ça va pas marcher direct, c'est évident, c'est normal. Au début, il va peut-être tolérer les petites gratouilles pendant 30 secondes, et puis après, il va s'apercevoir que finalement, c'est pas, il lui manque un truc, et il va se mettre à râler, voire à pleurer. Et alors là, c'est OK de le féliciter, de se féliciter aussi d'avoir essayé 30 secondes, et on peut proposer le sein. Et puis, à force de refaire, de reproposer, et ben, on verra que finalement, ce soir, il a gigoté, il a accepté les petits câlins ou la comptine pendant 2 minutes avant de réclamer le sein. Puis après, c'est 5 minutes. Et puis, il y a une fois où il va s'endormir avant même d'avoir réclamé. Au début, c'est 2-3 fois dans la semaine, puis après, ça devient plus régulier. Voilà. Donc, on se laisse le temps aussi, quand on a le temps, on essaie d'y aller progressivement en douceur. Et encore une fois, avant d'être au bout du bout, parce que la corrégulation est encore une fois centrale. Eh ben, moi, je me pose fréquemment la question, est-ce que c'est bon pour la lactation quand un bébé fait ses nuits, entre guillemets fait ses nuits, on en a parlé, c'est pas terrible comme terme, mais quand il dort assez longtemps la nuit? Moi, je sais à peu près la réponse vu qu'on a un podcast sur l'allaitement, mais vas-y Alexia, dis-nous tout. Ça dépend de l'âge de l'enfant et de comment se passe la lactation, de comment se passe la lactation en journée, est-ce que l'enfant est avec sa mère ou pas, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, surtout chez les enfants tout petits, les premiers mois, un enfant qui va enchaîner trop d'heures de sommeil sans tétée, ça va être compliqué. Ça peut mettre en danger effectivement la lactation de la mère. Après, c'est aussi au ressenti de la mère. Hein. Bon, est-ce que j'ai des douleurs particulières? Est-ce que la prise de poids est bonne? Il y a plein de choses. C'est assez difficile de répondre. Faudrait en faire un podcast juste pour cette question. Mais effectivement, j'ai suivi une formation récemment avec une gastropédiatre formée à l'allaitement qui est géniale. Et elle disait que les 6, 8, 12 premières semaines, si un enfant n'était pas toutes les 3 heures la nuit, pour elle, c'était une alerte. Il fallait proposer le sein, mais même si l'enfant dort, hein, on peut proposer le sein pendant que l'enfant dort, pour soulager son sein, pour entretenir la lactation. On n'est pas obligé d'attendre que l'enfant se réveille et réclame pour le mettre au sein. C'est aussi important à garder en tête. D'accord. Après, je pense que, comme tu dis, ça pourrait être un épisode entier, mais ça dépend du bébé, de la maman. Oui, il y a des femmes qui ont des grosses capacités de réserve et du coup qui n'ont pas besoin pour entretenir leur lactation de donner fréquemment le sein. Et des enfants aussi qui arrivent à tenir longtemps. Voilà. Mais en effet, il n'y a pas qu'un seul facteur à observer pour répondre à cette question, quoi. Et alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour Cassandre. Elle a rajouté. Non, même pas, c'était avant tout ça. Alors, on va parler régression de sommeil. Qu'est-ce que c'est ? À quoi s'attendre? Est-ce que c'est normal? Comment ça s'accompagne? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces fameuses régressions? Alors, j'avoue que je suis pas fan du terme de régression. Je trouve ça super moche. Ouais. Bah ouais, ça donne l'impression qu'il n'est pas bien tombé. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on dit. Bah ouais. On a l'impression, je trouve, régression qu'il y a un retour en arrière, quoi. Alors que non, ça fait partie du chemin. Le chemin parfois un peu douloureux, hein, pour le sommeil. Mais ça fait partie du chemin. Et effectivement, bien souvent, ces étapes de perturbation de sommeil, elles sont souvent en lien avec une étape du développement, une évolution développementale chez le bébé, une nouvelle acquisition.
une amélioration de sa vue. Là, à 4 mois, ta puce, elle voit de plus en plus les couleurs, elle s'éveille encore plus, ses capacités d'éveil augmentent. Elle commence peut-être à découvrir ses mains, à les mettre en bouche, à attraper ses pieds, pourquoi pas à se retourner. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, effectivement, les périodes de perturbation de sommeil, c'est soit lié à une acquisition, une évolution développementale, soit lié à un changement récent dans la routine. Début de la diversification alimentaire, ça perturbe aussi pas mal. Début d'un mode de garde, déménagement, nouvelle grossesse, les fêtes de fin d'année. Ça peut aussi, parfois, quand il y a le grand papy qui nous a forcé à faire un bisou, on peut avoir des troubles du sommeil pendant quelques semaines. Donc, voilà, il y a plein de choses qui jouent. Et il y a des régressions, du coup, des périodes de perturbation assez courantes en fonction de l'âge, c'est-à-dire qui arrivent plus ou moins à la même période de la vie. Aux alentours, entre 3 et 5 mois, il y a une grosse période avec la mise en place du rythme circadien. Vers 6-7 mois, avec le début de la diversification alimentaire, transition de sieste. Voilà, donc il y a des étapes un peu clés, même s'il n'y a pas d'âge particulier à noter. Par contre, en soi, les régressions, il peut y en avoir un peu partout, quoi. Il suffit qu'on débute un mode de garde ou qu'on déménage 3 semaines après ou qu'on parte en vacances, que voilà, c'est suffisant. Jamais acquis, on l'a dit. Non, même chez l'adulte. C'est clair. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'allaitement et le cododo? C'est un aide au sommeil, je pense. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr. En fait, tout ce qui va permettre de répondre aux besoins fondamentaux du jeune enfant est une aide au sommeil. Donc, à partir du moment où l'allaitement, dernière nouvelle, est quand même répond quand même vachement bien aux besoins alimentaires de bébé sapiens, comme le cododo répond bien à son besoin de réassurance nocturne. Donc oui, c'est des aides précieuses au sommeil, même si, encore une fois, c'est important de les rappeler, et je suis sûre que vous le faites tout le temps, pour les mamans qui font des choix différents. C'est très bien aussi, et on peut aller vers un attachement proximal sécurisé, on peut avoir une très bonne qualité relationnelle avec notre bébé, même sans allaitement, même sans cododo, évidemment. Ouais, et souvent, les mamans qui nous disent: ah, mais moi, je peux pas dormir dans la même chambre que lui, c'est parce qu'il fait des trop gros bruits de bébé ou qu'elles sont en méga hyper vigilance. Mais on peut rappeler aussi que le cododo, c'est un facteur protecteur contre la mort subite du nourrisson, comme les réveils nocturnes, en fait, et d'allaiter son bébé. Donc, je pense que c'est à prendre en considération tout de même. D'ailleurs, je crois faudrait que je vous retrouve la statistique. L'alliance du cododo et de l'allaitement permet de réduire le risque de mort subite du nourrisson de mémoire, 50 ou 55%. Donc, c'est non négligeable tout de même. Et alors, on a essayé d'y répondre tout au long du podcast, mais entre tétée nocturne et sommeil du parent, comment on peut trouver l'équilibre? Tu as 2 minutes, allez. Ouais, la première chose, c'est d'apporter des informations claires aux parents pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe pour eux. L'information, c'est le pouvoir, quoi. Comprendre ce qui se passe pour notre bébé, ça veut dire arrêter de se culpabiliser, de se mettre une pression monstre. Et rien que ça, même si notre bébé il continue de se réveiller 6 fois par nuit, si on comprend que ça fait partie de son fonctionnement normal à cet instant T, ça durera pas pour toujours, et surtout qu'on y est pour rien, je vous assure qu'on dort déjà mieux, même s'il se réveille toujours autant, et même si on n'a pas mis encore en place d'autres choses pour apaiser tout ça. Donc déjà, comprendre ce qui se passe, ça c'est la première chose pour un petit peu mieux dormir. Ensuite, effectivement, on va essayer de se faciliter la vie au maximum, avec un environnement de sommeil qui va nous permettre de pas trop nous relever, par exemple. Ça, faut faire super gaffe. Une mère qui se relève 2-3 fois par nuit, ou un coparent, c'est mortel, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, on va essayer de revoir comment on peut mettre en place un environnement de sommeil, peut-être avec plus de proximité, suffisamment sécuritaire tout de même pour toute la famille, pour éviter, voilà, de devoir se relever. La répartition des tâches, encore une fois, c'est un gros sujet sociétal aussi, mais diminuer sa charge mentale sur d'autres aspects que le sommeil, là où on a la main, en fait, hein, tout simplement, c'est aussi arrêter de lutter contre quelque chose qui est naturel, comme les réveils nocturnes, l'accompagnement de sommeil. Et c'est clairement voilà, relâcher la charge. S'il faut qu'on fasse le repas, le bain, les devoirs, préparer les affaires pour le lendemain, alors qu'on rentre du travail, qu'on vient de les récupérer à la crèche et qu'il faut encore passer 30 minutes à l'endormir, n'importe qui pèterait un câble rapidement, quoi. Et en sachant qu'on ne va pas beaucoup dormir de la nuit par la suite avec des réveils nocturnes. Ouais. Dans beaucoup de cultures, la sieste est beaucoup plus tardive. Nous, c'est vrai que les adultes, on n'a pas trop la possibilité de dormir. Et d'ailleurs, les adultes ne respectent pas leurs besoins de sommeil aussi.
Ça, c'est carrément un autre sujet, mais déjà, si nous, en tant qu'adultes, on respecte pas nos besoins de sommeil et qu'au lieu d'aller se coucher peut-être à 22h, quand on a enfin réussi à le coucher, on scrolle sur Instagram pendant encore 30 minutes de plus, bah, c'est clair que là, on s'est bousillé notre sommeil profond pour tout le début de nuit, quoi. Franchement, faut l'écouter parce que elle a pas du tout de cernes par rapport à nous. Vous le voyez pas, mais elle a l'air tellement fraîche. J'ai pas trop dormi. Hein. C'est pas la meilleure nuit, mais. Mais après, c'est vrai. Enfin, moi, je me plains, mais je me couche trop tard. Ah mais moi aussi, hein, je donne des conseils, mais je ne les suis pas forcément. Hein. Non, mais c'est ça. Bien sûr. Parce que tu le sais que ton enfant va se lever à 6h, mais c'est pas grave. Tu es quand même en train de scroller, de finir ton Après, c'est important aussi de... Si on veut prendre un petit moment pour nous, juste 5 minutes, 20 minutes, et on sait que ça va nous faire du bien. Il y a aussi une balance à prendre en compte. C'est vrai que moi, si je regarde pas ma petite série du soir, je vais être ronchon, je vais être de mauvaise humeur et tout le monde va en subir les conséquences. Ça fait partie de ton bien-être aussi de scroller, de lire ton livre, de regarder ta série, de parler avec ton copain. Enfin, voilà, on peut pas. Enfin, dors quand ton bébé dort, c'est pareil. On n'a pas des briefs de ça avec Alexia, mais c'est pas possible, Surtout quand ton bébé dort alors que tu es debout. C'est vrai qu'Assan est debout à côté de moi. Et alors, quand est-ce qu'on consulte pour le sommeil de son enfant ? On consulte, je crois, à partir du moment où on se pose trop de questions et que ça commence à nous peser. Nous peser sur le moral, peser sur la relation qu'on a avec notre enfant, ou des fois, il y a des parents qui le verbalisent. Bah, cette nuit, je lui ai crié dessus, je lui ai dit maintenant tu dors ou ça va pas le faire, quoi. Et on en vient à avoir du mal à gérer nos propres émotions, pour le coup. Donc, à partir du moment où ça nous questionne trop, que ça devient vraiment un sujet, je pense que c'est important de faire le point. Pour se rassurer et ou aussi pour voir ce qui est ajustable le cas échéant. C'est vrai que j'ai beaucoup de parents qui me consultent. Il n'y a pas de trouble du sommeil, mais il y a plein de petites choses qu'on peut ajuster quand même. C'est rare qu'on dise pas grand-chose en consultation, hormis quand c'est vraiment que pathologique et qu'on fait que de la réorientation médicale. Mais sinon, ajuster le rythme, revoir les rituels, l'usage des écrans. Enfin, il y a énormément de leviers quand même pour adoucir tout ça. Et on a parlé rapidement tout à l'heure de mélatonine dans le lait du soir. C'est une question qu'on s'était posée que Cassandre m'a posée, et on te la pose aussi. Quand on fait du tir-allaitement, comme on sait du coup que le lait du soir est plus riche en mélatonine, que le lait du matin il va peut-être contenir plus de cortisol ou de sérotonine, voilà. Est-ce qu'il faut absolument donner le lait du matin le matin ? Le lait tiré le matin. Enfin, est-ce que tu as compris ma question ? Est-ce que je la refais ? Ouais, j'ai compris ta question. J'ai compris ta question et ça a été relativement peu étudié. Et le peu d'études qu'on a là-dessus sont totalement contradictoires. Yes. Voilà, super. C'est-à-dire qu'il y a des études qui prouvent effectivement que de donner le lait tiré le soir ou la nuit au bébé, et le lait tiré en journée, donné plutôt en journée, ça améliore le sommeil, quand d'autres études montrent qu'il n'y a aucune preuve de ça et ça change strictement rien. Donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question étant donné qu'on ne sait pas. Après, effectivement, par principe de base, on peut imaginer que ça peut avoir un effet positif. Après, c'est toujours aussi une question de charge. Je veux dire, est-ce que la maman elle a envie de se rajouter cette charge-là pour En fait, il y a déjà tellement d'autres facteurs sur lesquels on peut jouer. Je suis pas sûre que ça soit un levier majeur. Et encore une fois, vu que les études sont pas claires là-dessus, pour l'instant, bon, pas... C'est trop bien, on répond la même chose. Moi, j'ai dit, en gros, si c'est pas un problème pour toi, voilà, si ça te rajoute une charge mentale, c'est pas la peine. Si déjà c'est compliqué d'étiqueter les sachets, et donc trouver le moins. Moi, j'ai écrit matin, après-midi, mais après, c'est parce qu'en fond. Non, mais si après dans ton congélo, faut le chercher, faut machin, faut expliquer à la crèche, il faut donner celui-là et tout. Déjà, donner du lait encore mangeable, c'est bien. Oui, voilà. Qui dans les bonnes conditions. Qui était bien conservé. Déjà pas mal. Alors, on résume sur des petits messages clés. Vas-y, Cassandre. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec nous ? On a bien compris tout au long de l'épisode qu'il n'y a pas de méthode universelle pour endormir son bébé et pour qu'il dorme de manière confortable, pour nous surtout toute la nuit. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Non, effectivement, il n'y a pas de méthode magique. Après, évidemment, voilà, si on a l'impression que ça nous dépasse et qu'il y a quelque chose de problématique, là, on peut consulter. Et évidemment que les troubles du sommeil, l'apnée du sommeil chez l'enfant, ça existe. Même s'il y a des médecins qui disent le contraire, c'est faux, ça existe. Et ça se traite, ça se prend en charge. Voilà, il y a des enfants qui ont des reflux, il y a des enfants qui ont d'autres pathologies qui font que le sommeil va être
encore plus fractionné. Juste fin, ouais. Mais sinon, voilà, ce qui fonctionne, c'est clairement la proximité et la compréhension des besoins de notre enfant. Donc, quand on t'écoute, on se rend bien compte que le bon choix est celui qui respecte l'enfant et le parent, bien sûr. Il ne faut pas s'oublier dans l'histoire, en fait. Et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, rien n'est figé, ça évolue. Oui, complètement. Voilà, et on en a parlé aussi tout au long de l'épisode, mais le sommeil, c'est pas quelque chose qu'on réussit. Donc, on n'a rien raté quand un bébé ne fait pas ses nuits. Je mets encore des guillemets, mais voilà. Ne fait pas une sieste de 3 heures tous les jours après manger. Parce que ça aussi, on n'en a pas parlé des siestes, mais moi, ça me rendait dingo. Des bébés qui étaient réglés au cordeau. Et moi, le mien, j'étais incapable de savoir s'il allait dormir à quelle heure. Et voilà. Ah oui, après, moi, la crèche, elle m'a demandé les horaires. Débrouillez-vous. Vous verrez bien. Donc voilà, donc c'est pas une réussite que d'induire un sommeil autonome. Là, je fais exprès de mettre ces mots-là chez un enfant, et c'est pas non plus un échec d'avoir un bébé ou un enfant qui se réveille plusieurs fois dans la nuit. Si par ailleurs tous ses besoins sont remplis, évidemment. Ouais, et après, encore une fois, on comprend que ça puisse vous mettre dans le mal. Voilà, après, il y a des astuces aussi pour gérer la fatigue la journée, mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Est-ce qu'il y avait un message que tu souhaitais faire passer en plus de tout ce que tu viens de nous dire? S'écouter, de se faire confiance, d'essayer de rester connecté à notre bébé. Ça, je crois que sur plein d'aspects, autres que le sommeil, c'est clairement la clé, de rester connecté à lui, sur ses besoins uniques à lui. Éviter de chercher des chiffres à droite à gauche, même si ça rassure, mais en fait, ça rassure pas tant que ça, parce que ça met une pression quand même sur le nombre de siestes, sur la durée des siestes. Tout ça, franchement, c'est trop variable. Il n'y a pas de statistiques là-dessus, et si on vous en donne, c'est que c'est clairement faux. Donc, faites-vous confiance, avancez pas à pas avec votre bébé. Osez demander de l'aide quand vous êtes au bout du rouleau, mais avant d'être au bout du rouleau. Demander de l'aide, c'est pas du tout un échec, ou c'est pas dire j'y arrive pas. C'est plutôt dire que j'ai la force de demander de l'aide et que j'ai besoin d'aide et que c'est important et que je devrais l'avoir, déjà accessoirement. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide et faites-vous confiance, tout passe. Et aussi, faites-vous confiance si vous avez l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, parce que les parents sont très bons là-dessus. Je le vois toutes les semaines en consultation. Il y a des parents parfois qui ont l'impression qu'il y a quelque chose de pathologique à creuser, et ils ont beaucoup de mal à être écoutés. Et bien souvent, quand on creuse, on trouve quelque chose. Quand ils sont pris au sérieux, il y a vraiment quelque chose. Donc, s'ils ont vraiment l'impression qu'il y a un problème... Voilà. J'ai beau dire effectivement que les réveils sont normaux et que ça va passer, bien sûr qu'il y a des réveils normaux, il y en a qui ne le sont pas, et c'est important bien sûr de ne pas l'occulter et de se faire confiance là-dessus aussi. Pas hésiter à demander un second avis. Vous n'êtes pas abonné avec votre pédiatre, d'accord? Vous avez le droit de le tromper avec un autre pour demander un second avis, ou d'aller chez un spécialiste si nécessaire. Alors, tu as dit tout passe, mais quand on est dans le dur, ça pique, je trouve. Mais en vrai, ça passe trop vite quand même. Ouais. Il y a plein de fois où, bon là, ma fille a 5 ans, elle se fait une belle lurette qu'elle dort bien, mais il y a des fois, je me dis, quand même, j'aimerais bien qu'elle me rappelle juste une fois pour faire un petit câlin. Contre son bébé, parce que je pense à 10 ans, ils veulent plus dormir avec nous. Mais, à 6 ans déjà, les gars. Mais voilà. Mais en tout cas, je pense que le mot d'ordre, c'est être bienveillant envers soi-même et envers son bébé. S'écouter. Ouais. Merci Alexia. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Principalement sur Instagram, avec mon compte Petite Framboise Périnatalité. Voilà, où là il y aura tous les liens, et puis sinon du coup j'ai écrit 2 livres. Oui. Ouais, alors il y a le premier qui s'appelle donc l'aider à dormir comme un bébé, dont on a parlé, qui est sorti l'année dernière, qui est plutôt pour s'informer et pour bien comprendre le sommeil en fonction de l'âge. On en parle aussi, on parle dedans de l'allaitement aussi et du lien avec le sommeil évidemment. Et puis le nouveau qui sort le 3 mars et qui s'appelle Pourquoi les bébés suédois dorment sous la neige. Et en fait, c'est un travail que je fais depuis 2 ans et demi, un travail de documentation où j'ai interrogé des parents donc dans un peu plus de 30 pays sur leurs pratiques autour du sommeil, les questions qu'on leur pose, ou en tout cas l'absence de questions et de pression qu'ils peuvent avoir aussi, pour s'inspirer un petit peu de ce qui se fait ailleurs. Et ça fait vraiment du bien aussi de voir qu'on est
En France, on a l'impression parfois d'être un petit peu un extraterrestre quand on parle de cododo, d'allaitement non écourté, etc. Trop bien, on a hâte de lire ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, pour conclure, le sommeil des bébés allaités n'est ni un problème à corriger, ni un objectif de performance, c'est ce qu'on rappelle tout au long de l'épisode. On espère surtout vous avoir apporté de la compréhension, de la douceur et du lâcher-prise. Parce que non, vous ne créez pas de mauvaises habitudes, non, vous ne retardez pas l'autonomie de votre enfant, et oui, vous avez le droit de chercher des solutions qui vous conviennent. Merci infiniment Alexia, on rappelle le compte Instagram Petite Framboise Périnatalité et la sortie de ton livre le 3 mars. Merci pour ton regard éclairé, rassurant et profondément respectueux. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.